Stupeur dans la région de Metz après la découverte hier soir des corps de 2 enfants. Cyril et Alexandre ont été littéralement massacrés sur une voie ferrée de Montigny-les-Metz, le crâne fracassé par de grosses pierres. C'est vous qui les avez découverts? Mais non, c'est les policiers. Les policiers m'avaient dit que c'était plus la peine. J'avais plus rien à faire. 20 ans plus tard, M. Beckrich nous révèle pour la première fois qu'il a forcé le barrage de police. Il a vu les corps des 2 petits garçons. Son petit-fils avait le visage méconnaissable. J'ai vu un policier qui était debout là. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là. Alors je lui ai posé la question, est-ce que vous avez vu les enfants? Oui. Il me dit oui. Où c'est qu'ils sont? Ils sont là-bas. Oui. Alors je l'ai un peu écarté parce qu'il ne voulait pas que j'aille voir. Moi je voulais être sûr, pas qu'on me raconte des histoires qui arrivent à un accident ou n'importe quoi. Alors quand je suis arrivé sur place, et j'ai vu les 2 enfants, la figure écrasée par une pierre qui fait plus de 5 kilos. Voilà. Et je ne pouvais pas rester parce qu'il y a mon fils qui débouchait à l'autre bout de la rame pour venir voir. Alors je ne voulais pas qu'il voie. Donc c'est un massacre. J'ai été à sa rencontre, je dis viens avec moi, c'est terminé pour Alexandre. Oui. La nuit quand je me réveille, Oui. Oui. vous savez à quoi que je pense? Oui. Je vois mon petit-fils la tête écrasée. Le lendemain du drame, Madame Benning, la maman de Cyril, apprend la pire des nouvelles et ce, de la pire des manières. Voilà. Je vais vous montrer comment j'ai appris mon fils. Vous voyez, mon fils, le 28 septembre, 2 enfants assassinés à Montigny-les-Metz. Voilà, et le soir-là, j'ai appris que mon fils était mort. Mais c'est le lendemain matin, par la presse, par le journal du Républicain Lorrain, que j'ai appris que mon fils avait été assassiné. Voilà. La mort au bout de la balade. En fait, le soir du décès de son fils, Chantal Benning, effondrée, pense à un accident. Et les policiers ne lui annoncent pas qu'il s'agit d'un meurtre. Et il est mort avec le même t-shirt. Hein. Parce que je l'aimais bien. J'avais dit, oh, t'es beau, Bibi. Je viens, maman, te met ça. Et puis voilà, il est mort avec ça. Parce que je l'aimais bien avec ça. Voilà, c'est tout ce qui me reste. C'est ici, rue Vénizello, en haut de ce talus sur cette voie de garage SNCF, que les corps des enfants sont découverts. Peu d'indices, pas de témoins directs. Cette enquête difficile est confiée à l'inspecteur Varlet. Il est certain que lorsqu'on se trouve en présence d'un double assassinat d'enfants, on est ému et on est plus disposé, si on peut dire, à travailler encore plus que d'habitude. L'enquête démarre mal. Pourquoi la température des corps n'est-elle pas prise? L'inspecteur Varlet le déplore encore aujourd'hui. Le seul moyen de déterminer l'heure de la mort avec une précision, lorsque un corps est découvert rapidement, c'est le thermomètre médical. Et il n'y en avait pas ce jour-là. Sur son rapport, le médecin légiste, venu constater le décès des enfants, estime l'heure du crime entre 17h et 20h. Elle est fixée arbitrairement à 18h20. Le lendemain du drame, dans le cadre de l'enquête de voisinage, les policiers interrogent une famille un peu austère, la famille Dils. Sont présents la mère et l'aîné des 2 fils, Patrick, 16 ans à l'époque. Ma mère dit qu'elle n'avait rien vu, qu'elle ne savait rien, qu'elle était au courant de rien en fait. Et comme je me trouve à côté de ma mère, on me pose la question. Et ben moi je réponds également que je ne sais rien, que je n'ai rien vu. Patrick Dils vient de mentir. Il n'ose pas dire aux enquêteurs qu'il est sorti du domicile familial le soir du meurtre, vers 18h45. En effet, il enrichissait sa collection de timbres dans une benne à ordures située à 150 mètres de chez lui, en face des lieux du crime. Il est souvent moqué par ses camarades de classe, parce qu'on l'appelle le rouquin, le haricot, le canard, parce qu'il boite un peu. On n'allait pas l'appeler le fouille-poubelle. J'avais
une certaine image de ma personne et je ne voulais pas qu'on puisse dire Monsieur Dils, Patrick, tu sais, c'est un fouille poubelle. Et c'est la raison principale, je dirais, qui a fait que j'ai peut-être attendu de dire la vérité sur ce que j'avais réellement fait ce soir-là. 48 heures après les faits, les policiers reçoivent un mystérieux coup de téléphone anonyme. Nous avons rencontré une personne que je connais, qui est honorablement connue, et qui m'a dit, dans le cas de cette affaire-là, vous devriez vous intéresser à Dils. Pas de prénom. L'ensemble de la famille Dils est mise en garde à vue le 1er octobre 1986, 3 jours seulement après le drame. À cette occasion, l'inspecteur Varlet apprend que Patrick Dils lui a menti. À partir du moment où il vient à se dire que, effectivement, j'étais dans la rue dans le but de chercher des timbres et que j'avais pas dit tout à fait la vérité sur ma présence dans cette rue, je pense qu'ils sont partis du principe, il a menti une fois, il peut me mentir sur tout le long de la ligne. Donc là, j'étais à défaut par rapport à eux. Oui, mais là, tu nous as pas dit la vérité. Pourquoi tu nous as menti? Pour moi, j'avais pas menti. Ce petit mensonge d'enfant suffit pour que M. Varlet pense que de ce jour-là, Patrick Dils était le coupable. Au départ, on pensait quand même que c'était Jean Dils, le père, qui pouvait être l'auteur du double meurtre, du fait qu'on nous avait signalé que c'était un voyeur dans le quartier. Des rumeurs de voyeurisme non vérifiées, un mensonge d'adolescent, un appel anonyme. Ces éléments ont-ils conduit l'inspecteur Varlet à avoir une conviction prématurée? Maître Delrez en est persuadé. Il était pourtant à l'époque avocat de la famille du petit Cyril Bénin. Il a longtemps été convaincu de la culpabilité de Patrick Dils. M. Varlet peut se vanter, il s'en est vanté, d'avoir eu la prémonition de la culpabilité de Patrick Dils, lors même que les éléments de sa culpabilité n'étaient pas rapportés. Il voulait faire la démonstration de ce qu'il avait été le meilleur des meilleurs, puisque lui, au moins, il avait compris dès le premier jour que Patrick Dils était le coupable. Donc, super Varlet, quoi. Patrick Dils, alors en garde à vue, fournit un alibi incontestable. À l'heure supposée du crime, vers 18h20, il est dans la voiture de ses parents, de retour de la maison de campagne familiale située à 110 km de Montigny-les-Metz. Le jeune homme est donc relâché. Très rapidement, des témoins sont écartés, comme Madame Masson. Le 28 septembre 1986, elle passe en voiture en contrebas du fameux talus. Il est 18h30. Le lendemain, elle contacte les services de police. Et là, j'ai raconté que j'avais vu 2 personnes, un vélo, à peu près à l'heure où la nuit tombait. Et de ce fait-là, on m'a dit qu'on me recontacterait. Et jamais plus personne ne m'a recontacté. Monsieur Varlet dit qu'il a interrogé toute la ville de Montigny. Moi, j'ai attendu 7 mois pour être interrogé. Et alors, je ne sais pas quand est-ce que les gens de Montigny sont passés. Et le temps passe. La sauvagerie et la gratuité de l'agression ont marqué les esprits. L'enquête piétine. Toute une population alentour faisait pression, parce que les gens étaient inquiets. Parce qu'un crime aussi horrible qui est inexpliqué, mettez-vous à la place de toutes ces pères et mères de famille qui habitaient Montigny, avec un rôdeur susceptible de massacrer leurs enfants à tout moment. Ils subissaient, à mon sens, une pression terrible. Terrible. Patrick Dils est toujours dans le collimateur des enquêteurs. Il est apprenti cuisinier chez Patrick Concalves. Son employeur de l'époque a été marqué par la visite des policiers dans son restaurant. Dans les 2 premiers mois de l'enquête, il y a M. Varlet et puis son équipe de police qui sont arrivés donc au restaurant, donc ils sont passés au bar. Et en me tutoyant, il me dit tu verras, tu auras une surprise, ou tu seras étonné. Je lui ai posé la question, mais je serais surpris ou étonné de quoi? Il me dit, tu verras bien, tu seras étonné. La surprise gentiment concoctée par M. Varlet, c'est une nouvelle arrestation de Patrick Dils au mois de décembre 1986, soit 3 mois après le drame. Quand j'interpelle au mois de décembre Patrick Dils à la sortie de son travail, je lui dis, tiens, tu veux pas m'accompagner jusqu'à la PJ, j'ai quelques questions à te poser. Il n'est pas suspect, rien du tout, puisqu'on a un problème d'horaire. Il vient, je discute avec lui. Tant qu'il ne me demande pas de quitter mon bureau, il n'est pas en garde à vue.
Si au bout de 10 heures, il me dit, maintenant j'en ai marre, je veux partir. Ah, pardon, jeune homme, tu veux partir maintenant? Ben, t'es en garde à vue. On met en garde à vue quelqu'un auquel on veut soustraire une liberté, qui est la liberté d'aller et de venir. La personne qui vient chez moi que je convoque, elle est venue de son plein gré. Elle n'est pas en garde à vue. Une deuxième arrestation, mais toujours rien contre Patrick Dils. Et toujours pas de piste. La pression s'intensifie. Le drame de Montigny intervient seulement 2 ans après l'assassinat du petit Grégory Villemain. Point commun de ces 2 crimes abominables, il reste impuni. Il mettait toujours le rapprochement avec l'affaire Villemain. Ça va être une deuxième affaire Villemain. On ne sait pas qui a fait qui a fait quoi, on ne sait pas qui est qui. Je crois que c'est à ce moment-là qu'a été relancé le débat par certains sur la peine de mort. La pression a été mise par qui? A été mise par la presse. Vous avez des journalistes qui venaient d'un peu partout. Il y avait l'affaire du petit Grégory qui ressortait, en faisait des comparaisons. L'enquête s'enlise. Patrick Dils est apprenti cuisinier au restaurant La Crémaillère. Et dans ses attitudes au travail, rien ne laisse supposer qu'il pourrait être le monstre de Montigny-lès-Metz. Rien dans son comportement durant les 7 mois, entre le moment des faits et le moment où il a été arrêté, rien dans son comportement n'a changé. Et croyez-moi, quand il y a eu ces deux premières interpellations, croyez-moi qu'on le charriait, on lui en faisait même voir un peu trop, je crois, quand même un peu trop, que n'importe qui aurait craqué. Et je me souviens même d'une phrase qu'il m'a dit, je commence à en avoir marre, vivement qu'il l'arrête parce que c'est pas normal qu'il s'en prenne après moi. Ça, je me souviens qu'il m'avait dit ça une fois. Miraculeusement, 7 mois plus tard, l'inspecteur Varlet, qui depuis le premier jour n'a de cesse d'accrocher Patrick Dils, va entendre un témoin qui dit « Ah mais, j'ai entendu des pleurs d'enfants vers 18h45. » 18h45, ça colle, c'est Patrick Dils, on l'arrête. Mademoiselle Deschamps habite à plus de 200 mètres des lieux du crime. Si ces pleurs sont ceux de Cyril et Alexandre, l'heure de la mort est retardée d'une demi-heure, à savoir 18h45. Selon l'inspecteur Varlet, Patrick Dils n'a alors plus d'alibi. Il se retrouve seul à la nuit tombée, près du talus SNCF. Nous savions, nous, que les enfants avaient pleuré, avaient crié. On ne peut pas dire que c'était ceux-là, il n'y a pas 36 enfants qui jouaient sur le talus le soir-là. Ça devait être donc les 2 petits Bénin et le petit Bécriche. On n'a même pas fait là une simple vérification acoustique ou des mesures pour savoir s'il était possible d'entendre les enfants pleurer. L'appartement de Mademoiselle Deschamps a une vue imprenable sur la rue Vénizello. Mais de l'autre côté, ses fenêtres s'ouvrent sur la rue de Pont-à-Mousson, une avenue très passante. Le dimanche 28 septembre 1986, en fin d'après-midi, le trafic était dense. Dans ces conditions, Mademoiselle Deschamps pouvait-elle entendre ces pleurs provenant du talus SNCF avec la télévision allumée et les fenêtres ouvertes. Par ailleurs, à 18h45, les recherches pour trouver les enfants ont déjà débuté. Madame et Monsieur Bécriche, les parents d'Alexandre, se trouvent à proximité du talus. Ils sont à l'affût du moindre bruit et ils n'ont pas entendu pleurer. Comment, 100 mètres plus loin, Isabelle Deschamps a-t-elle pu les distinguer? Ce témoin capital n'habite plus le quartier. Nous l'avons contacté par téléphone. Moi, je ne tiens pas à en parler, c'est tout. C'est maintenant derrière moi. Le 28 avril 1987, Patrick Dils est à nouveau mis en garde à vue. Il est mineur. À 16 ans, les experts estiment qu'il a la maturité d'un enfant de 8 ans. Un enfant, seul, sans son avocat ce jour. Et là, face à lui, l'inspecteur Varlet. Il n'y avait pas d'avocat à ce moment-là. Il n'avait pas. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Dans un premier temps, comme il a senti qu'il y avait un élément qui était puissant dans la famille Dils, c'était le noyau familial. Alors le point faible, c'était la famille. Et où était le point le plus faible? C'était le papa. Pourquoi le papa? Parce que quand moi je dis je me rends dans la rue, je dis environ 5 minutes.
Ma mère, je crois qu'elle doit dire aussi environ 2 minutes ou 5 minutes. Et mon frère dit la même chose. Mais mon papa, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, il dit, oh ben, Patrick ou mon fiston, ben, il s'est absenté, je sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes. Alors là, il a joué sur la corde sensible. Il a pris le PV de mon papa. Et il me dit, mais écoute, c'est ton papa qui dit que tu t'es absenté un quart d'heure. Ça, on ne l'invente pas. Ton papa, lui, il ment pas. Alors là, on tombe dans une nouvelle phase. Mon papa, je sais qu'il ment pas. Mais est-ce que mon père, à l'époque, il avait pris la montre et qu'il avait chronométré mon absence? Quand il a dit un quart d'heure, c'est parce que c'est le temps que lui pensait éventuellement que j'avais pu m'absenter. Mais là, il y avait un très gros dilemme pour moi. Si mon papa, qui lui ne ment pas, dit un quart d'heure, comment, à l'inspecteur, pouvoir expliquer l'inexplicable? Puisque, a fortiori, ces 10 minutes-là, elles n'existent pas. Puisque je n'y suis pas dans la rue pendant ces 10 minutes. Je ne suis là que 5 minutes. Les pressions qu'il a pu subir, c'est les pressions quand il était dans mon bureau. L'atmosphère, l'endroit où il se trouve, ça je le concède. Mais que ce soit lui ou un autre, les gens qui viennent dans nos bureaux ne sont jamais tranquilles. Alors on dit on a peur de la police. Pourquoi il n'a pas parlé? Il le dit à un moment donné. J'ai pas parlé parce que j'avais peur de la police. Bon, mais c'est sûr qu'on a peur de la police. Mais moi j'ai peur quand je suis convoqué à ma brigade de gendarmerie, j'en ai peur. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Selon Patrick Dils, un scénario lui est alors suggéré par les enquêteurs. Il aurait aperçu Cyril et Alexandre qui se seraient moqués de lui. Vexé, il leur aurait jeté des cailloux. Il aurait blessé Cyril. Paniqué, il aurait alors éliminé les 2 enfants pour les faire taire. Mais imaginons, ce sont là que des suppositions. Tu cherches une grosse pierre. Et puis, tu termines le travail. Et comme tu le dis si bien, eh ben, tu rentres chez toi en courant. Alors, garçon, ça ne sera pas des fois ça ce que tu as fait. Puis de toute façon, tu sais, un accident, ça peut se comprendre. Tout le monde peut comprendre un accident. Puis de toute façon, tu retrouveras tes parents, tu rentreras chez toi et tu iras travailler. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, là? Simplement me dire que tout ce qu'il venait de raconter, c'était pas grave, et que bon, je pouvais répéter ce qu'il venait de me suggérer. Je pense que quand il a passé les aveux, j'ai l'impression qu'il estimait, lui, qu'il allait rentrer à la maison. Il n'avait pas conscience de la gravité de son acte. J'en suis persuadé aujourd'hui. Vous lui avez fait comprendre cette gravité? Non. Pour l'inspecteur Varlet, ce sont des méthodes habituelles d'interrogatoire. Comme j'ai toujours dit, moi je suis dans mon bureau. Je fais ce que je veux, moi, dans mon bureau. Si j'ai envie de sortir, d'aller boire un coup, je vais boire un coup. Si j'ai envie de téléphoner pour savoir comment vont mes gosses, j'y vais. Lui, il ne peut pas bouger. Il est écrasé par la présence de 3 adultes. Vous êtes d'accord? Il peut pas s'en sortir. Il y a les gens qui sont là, qui le tiennent. T'es arrivé, ils sont vivants. T'es reparti, ils sont morts. Donc, ça ne peut être que toi qui les as tués. Ça, c'est une phrase qui est terrible. Terrible de se l'entendre dire une fois. Mais quand on l'entend, non pas 10, mais une centaine de fois, c'est un lavage de cerveau qu'on est en train de nous faire, en train de me faire. Et pour être tranquille, à force de fatigue et de lassitude, j'ai effectivement fait et dit n'importe quoi. Patrick Dils passe aux aveux à 2 reprises. J'ai tapé sur la tête, répétant les coups plusieurs fois. Le soir, tard, moi je pense vers 22h, il y a un policier qui nous téléphone et qui nous dit que votre fils voudrait vous voir, il a quelque chose à vous dire. Bon, évidemment, on y va. Et en haut, dans les bureaux, il n'y a que moi qui a le droit de rentrer dans la pièce. Et puis il y a Patrick qui est assis, entouré de minimum 4 autres inspecteurs. Il y en a un qui dit, dis à un moment ce que tu viens de nous dire. Alors là, Patrick nous dit, maman, c'est moi qui a fait le coup. Alors je réponds, mais tu as été interrogé tellement longtemps que tu es capable de dire n'importe quoi. Et je vais encore lui dire, explique-moi. Mais il n'a même pas entendu ma question. Les minimum 2 inspecteurs l'ont prestement emmené à l'extérieur. On a appris que c'était des choses véridiques, qu'on ne pouvait pas inventer, que c'était sûr, vous comprenez? Que c'était quelque chose de sûr, que c'était pas oui, j'avoue, vous savez, comme ça, écoutez, j'en ai marre, oui, c'est moi.
Comprenez? Voilà. Parce que ça se fait dans différentes affaires. Oh, écoutez, j'en ai marre. Bon, maintenant, c'est moi. Là, vous êtes content comme ça. Tout le monde le sait que ça se fait, ça. Hein? J'en ai plein la tête, je ne peux plus supporter, voilà. Non, c'était pas ça du tout. Là, j'ai dit, alors là, il n'y a pas de problème, c'est bien lui. Pourquoi a-t-on cru crédible les aveux de Patrick Dils, qui n'a en réalité strictement rien avoué, que la population messine ne savait déjà? J'ai comparé la teneur de ces aveux et la teneur des articles de presse parus depuis 7 mois. Patrick Dils n'a fourni aucun détail, le plus petit, qui n'était connu de tout le monde. Qui n'était connu de tout le monde. En revanche, ce qui n'était connu de personne, ben, il n'a pas donné de détails parce qu'il ne sait pas. Un seul exemple. Comment étaient habillés les enfants? Ben, il n'a pas pu le dire. Nous avons examiné les interrogatoires de plus près. Certains documents nous ont intrigués. Pendant notre enquête, nous avons relevé plusieurs signatures douteuses sur des PV. La plus suspecte est celle-ci. Elle concerne le récapitulatif des heures de garde à vue de Patrick Dils. Est-ce que vous avez signé ce document? Pour moi, c'est absolument pas ma signature. Je n'avais pas l'habitude de signer comme ça à l'époque. Il y a des petites choses qui ne trompent pas. Ça, c'est pas ma signature. Maintenant, qui, ça, j'en sais rien, mais ça, je peux vous affirmer, c'est pas ma signature. Si on a imité cette signature, c'est peut-être pour cacher le fait que les interrogatoires ont été beaucoup plus longs qu'indiqué sur le procès-verbal. Nous avons transmis ce document à M. Buquet. Ce spécialiste est expert en comparaison d'écriture, agréé par la Cour de cassation pendant plus de 30 ans. Il a travaillé sur les plus grands dossiers. Carrefour du développement, Action directe et Affaire Boulin. J'ai examiné ça avec la plus grande attention. Évidemment, il y a une hétérogénéité dans les signatures. Donc je me suis permis de faire un agrandissement des 3 signatures. Bon, les signatures de gauche figurent sur la première page du PV et la signature de droite sur la deuxième page du PV. Même un œil non averti s'aperçoit que ça ne colle pas du tout. D'abord, sur le plan des caractéristiques générales, le calibre est différent, l'ascendance est différente, et puis il y a des formes de lettres qui ne collent pas. Par exemple, dans la signature de droite, on a un P en crosse épiscopale avec une attaque externe qui n'a rien à voir avec les P des signatures de gauche, qui sont avec une attaque interne, une pense totalement différente. Les signatures de la première page sont d'un niveau graphique, si vous voulez, peu évolué, disons d'une motricité scolaire, pour ne pas dire enfantine, ce qui n'est pas le cas dans la signature de la deuxième page. Il ressort, si vous voulez, qu'effectivement, les 2 premières signatures seraient imputables à l'un de M. Patrick Dils. Bon, quant à la 3e signature, moi je ne pense pas. Alors naturellement, toutes ces observations devraient être vérifiées par l'examen du document original, mais je pense que ça devrait confirmer que, en fait, les signatures sont hétérogènes et qu'il y a eu 2 personnes. Pour l'inspecteur Varlet, ce procès-verbal suspect n'a aucune importance. De toute façon, bon, c'est lui qui a signé, je peux vous garantir. Hein. Ça, je peux vous garantir. Mais même si ce n'avait pas été lui qui avait signé, quelle importance ça peut avoir? Je pose la question parce que ce n'est pas un acte juridique, si l'on veut, au terme. C'est simplement un récapitulatif, on reprend les éléments qu'il y a dans le dossier. Le récapitulatif des heures de garde à vue a bien été consigné sur procès-verbal. Il fait partie de la procédure. Nous ne savons toujours pas pendant combien de temps l'adolescent a réellement été interrogé. Selon Patrick Dils, l'inspecteur Varlet a tout fait pour qu'il ne revienne pas sur ses aveux. Le directeur d'enquête le reconnaît d'ailleurs lui-même. Le rôle de la police, on parle de la police préventive, de la police répressive. Moi, la police préventive, c'est pas mon rôle. Moi, je fais de la police répressive. À partir du moment où j'ai une personne qui passe des aveux, notre rôle, c'est de faire en sorte de ne pas le choquer, de l'amener dans de bonnes conditions devant le magistrat instructeur pour qu'il réitère les aveux.
N'en déplaise à l'inspecteur Varlet, le rôle des enquêteurs consiste surtout à vérifier que les aveux sont crédibles. Le fruit est donc mûr. Bientôt, il suffira de le cueillir. Tout est orchestré pour que Patrick Dils réitère ses aveux devant mademoiselle Maubert, le juge d'instruction, ici en imperméable blanc. Selon l'apprenti cuisinier, l'inspecteur Varlet n'en serait pas resté là. Le directeur d'enquête aurait accompagné l'adolescent dans le bureau du magistrat instructeur pour lui mettre encore davantage la pression. Mais l'inspecteur Varlet dément formellement. Alors on dit que j'étais là, il a eu peur parce que les mêmes qu'il avait interrogés, auxquels il avait passé des aveux, étaient présents. Effectivement, les trois premiers fonctionnaires de police étaient là, mais quelle importance ça, puis ça ne joue pas, si l'on veut. Peut-être sur le psychique, mais sur le fait juridique, ça n'a aucune importance. Et moi, je ne pouvais pas être là. Donc, quand il écrit dans son livre qu'il avait peur parce que j'étais là, c'est totalement faux. Hein. Non, j'y étais pas. Et c'est vrai, le nom de Varlet n'apparaît pas sur le procès-verbal. Pour le vérifier, nous contactons le greffier. Lors de cet interrogatoire, il avait le devoir de tout mentionner. Et l'inspecteur Varlet était présent dans le bureau du juge? Non. Non. Il n'était pas présent dans le bureau du juge? Non. Ah bon? Parce que j'ai des témoignages qui me prouvent le contraire. Ça, je peux pas vous dire, mais enfin, je me rappelle plus tellement. Là aussi, il était présent, oui, mais oui, c'est vrai. Comment se fait-il que vous ne l'aviez pas noté, vous, sur le PV? Ben, il n'y a pas à noter, puisqu'il était là comme escorte. Le fait que M. Varlet se soit trouvé dans le bureau du juge d'instruction lors de la présentation de Patrick Dils au juge d'instruction, c'est quelque chose qui est détestable. Ce qui devrait au moins exister dans ce cas-là, c'est que dans le procès-verbal du juge d'instruction, la mention de la présence du policier soit rapportée. Et c'est aussi le rôle, non plus seulement du juge d'instruction, mais le rôle du greffier. Alors, ce n'est pas tellement le fait qu'il mente qui me gêne. C'est que je ne comprends pas pourquoi il ment. Quand on est sûr de soi, monsieur, on n'a pas besoin de tricher. Quand on a de véritables convictions, de véritables certitudes, des preuves, on n'a pas besoin de tricher. L'inspecteur Varlet se trouvait donc dans le bureau du juge d'instruction. Mais pas Maître Becker, le conseil de Patrick Dils. Pourtant, la jurisprudence de l'époque impose la présence de l'avocat pour un mineur dans le bureau du magistrat instructeur. Le code de procédure pénale dit que dès qu'un mineur est impliqué dans une affaire de justice et mise en examen, il faut qu'un avocat puisse l'accompagner. Ça n'a pas été fait. Comme prévu, Patrick Dils réitère ses aveux devant le juge d'instruction. Maître Becker se rend au palais de justice pour faire la connaissance du monstre présumé. Et l'avocat est très surpris de cette première rencontre. Donc je suis en présence d'un enfant très fragile, très calme, et très très jeune, en tout cas de maturité. Évidemment, la première question qui brûle les lèvres de l'avocat, c'est, après lui avoir expliqué qui il est, c'est de se faire confirmer, mais les yeux dans les yeux, que c'est lui. J'ai écouté, maître, c'est pas moi qui ai fait ça. Il n'y avait aucune protestation, c'était pas un cri d'innocence comme on peut en entendre habituellement. Non. Vous vous doutez bien que je ne pouvais être que fortement perturbé. Peut-être qu'il m'a cru coupable au départ. Hein, il fallait qu'il se fasse son opinion pour réussir à défendre le dossier. Sa seule question, c'est quand est-ce que je verrai papa-maman. Parce qu'il m'écrit, vous comprenez, monsieur, ils sont venus me chercher à la crémaillère, ils savent peut-être pas où je suis, il faut que je voie papa-maman. C'était sa seule obsession. Après cette première entrevue désarmante avec Patrick Dils, Maître Becker rencontre pour la première fois le juge d'instruction, mademoiselle Maubert. Lorsque je lui explique que ça me paraît invraisemblable, elle me dit, mais vous vous rendez compte, il a refait les gestes dans mon bureau. Je lui dis, mais madame, hors la présence de tout avocat, il vient de subir une garde à vue, monsieur Varlet était là, tout ceci, feu de paille. Feu de paille, la conviction du juge est très forte. Patrick Dils quitte le palais de justice de Metz
escorté de l'inamovible inspecteur Varlet, avec, sur la tête, un sac poubelle en guise de sceau d'infamie. Moins d'une semaine plus tard, la veille de la reconstitution, Patrick Dils revient sur ses aveux par écrit, dans cette lettre destinée à Maître Becker. Je maintiens que je ne suis pas monté sur le talus et que je n'ai pas tué les 2 enfants. Dès lors, une question obsède l'avocat. Faut-il participer à la reconstitution? Après réflexion, Maître Becker décide d'accepter. Et j'ai dit à Patrick, écoute, tu fais tout ce que tu as fait ce jour-là, pas plus, pas moins. Dès 6 heures ce matin, le quartier de la rue Vénésilos à Montigny-les-Metz était totalement bouclé par la police. En cet endroit, au sommet de cette butte, voie de garage de la SNCF, le 28 septembre dernier, un dimanche, on retrouvait les corps ensanglantés de 2 jeunes garçons de 8 ans, Alexandre et Cyril. Aujourd'hui, le juge d'instruction, Mireille Maubert, a procédé à une reconstitution minutieuse des faits et gestes de leur meurtrier. Un jeune garçon à peine plus âgé qu'eux, un voisin de la rue Vénésilos, Patrick, 16 ans et demi. Malheureusement, la reconstitution ne s'est pas passée dans des conditions de sérénité totale. 7 mai 1987. Jour de la reconstitution, l'adolescent est équipé d'un casque intégral de motard et d'un gilet pare-balles. Mais pourquoi de telles précautions? L'inspecteur Varlet, photo à l'appui, nous explique les raisons de ces mesures exceptionnelles. On veut le protéger d'un tir et on veut protéger éventuellement des photos. Bon, les photos, vous me direz, il a le casque, mais on veut le protéger quand même d'un tir éventuel, parce qu'on ne sait pas d'où ça peut partir. Hein. Alors, autant de protection, parce que tout simplement, des gens nous avaient prévenu que lors de la reconstitution, Patrick Dils risquait d'être abattu. Si menace il y avait, elles n'étaient pas vraiment pertinentes et même pas prises au sérieux par les policiers eux-mêmes. Le commandant Stragier confirme les propos de Maître Delrez. À l'époque, il est chargé de la sécurité de Patrick Dils lors de cette reconstitution. Il n'y avait pas lieu de prendre des mesures très exceptionnelles. Donc, très classiquement, cordon de sécurité extérieure, sécurité rapprochée, quelques petites barrières pour un public inexistant. Personne ici. Si Patrick Dils n'était pas menacé, alors pourquoi un tel accoutrement? Mettre un casque de motard à un gamin pour le protéger, bien ça veut bien dire qu'il a besoin d'un protecteur. Et en l'occurrence, c'était M. Varlet. Ce côté de dramatisation, ça paraissait vraiment du théâtre, ça paraissait du cinéma. Une reconstitution dans laquelle on joue. On joue et on obéit aux invectives, aux demandes du policier, du juge d'instruction. Patrick Dils a-t-il été mis en condition? Était-il sous influence? J'étais impressionné par le fait qu'il couvre comme ça Patrick Dils le jour de la reconstitution. Patrick Dils était dans, j'allais dire, une dévotion, dans une relation avec M. Varlet qui était telle qu'il tâchait de faire au mieux pour satisfaire M. Varlet. Maître Delrez et Patrick Dils, pourtant adversaires à l'époque, ont accepté pour la première fois de retourner ensemble rue Vénizello pour nous décrypter sur place cette reconstitution. Alors Patrick Dils, apparemment vous aviez une garde rapprochée lors de la reconstitution. Effectivement, ouais, j'avais pas de menottes, mais bon, je pense qu'il n'y avait vraiment plus besoin à ce moment-là. C'était comme ça, et puis au pas de course en fait, c'était vraiment, ils m'ont quasiment emmené là où il fallait aller en fait. Il n'y avait aucun motif pour que ça se fasse un pas de course. On avait toute la matinée pour faire la reconstitution, mais le fait de devoir suivre le rythme de quelqu'un d'autre, ça m'a semblé être un bon moyen de mise en condition. Pourquoi cette mise en condition de l'inspecteur Varlet vis-à-vis du jeune Dils? Je pense que c'était pour s'assurer de la permanence de l'aveu dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne revienne pas sur ce qu'il avait dit. Le jour de la reconstitution, l'adolescent de 16 ans se retrouve rapidement seul, sans son avocat. Je trouve que j'ai eu des problèmes de santé importants et que, à l'époque, je marchais très très mal. J'avais beaucoup de difficultés pour les suivre, donc ils partent vers la poubelle, plongent dans la poubelle, et puis les policiers l'emmènent vers le talus. Et là, il va les suivre. A-t-on imposé à Patrick Dils d'escalader le talus?
Visiblement, le jeune homme n'a pas eu le choix. On ne lui a pas laissé la possibilité de rentrer chez lui, comme il l'a fait le soir du drame. Et 22 ans plus tard, nous invitons Patrick Dils à monter à nouveau sur le talus. Moi, je ne monterai pas sur ce talus. À l'époque, effectivement, j'y suis monté, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai plus 16 ans et je ne fais plus les choses pour faire plaisir. Alors, la reconstitution, elle se continuera aujourd'hui sans moi. Parce que je ne suis jamais monté sur ce talus, je n'ai enlevé la vie à personne. Le commandant Stragier a également été marqué par l'attitude du directeur d'enquête. Quelle ne fut pas notre surprise de voir tout à coup arriver de là-bas l'inspecteur divisionnaire Varlet, directeur de l'enquête, arrivant au pas de gymnastique, avec ce petit sourire un peu vainqueur et un peu narquois, de l'homme qui ne lâche pas sa proie. Ça nous a intrigués. Il n'y a rien eu de vraiment spontané, sauf éventuellement le choix de l'endroit où il a fixé le lieu du crime qui ne correspondait pas à la réalité. Après un certain moment, en regardant de plus près, je m'aperçois qu'un de nos brigadiers, le brigadier Hupp, le brigadier qui précisément, le soir du crime, étant chef de poste, avait été alerté sur le 17 classique, fut le premier à se rendre sur le lieu et à découvrir les 2 petits cadavres. Et il me dit, mais commandant, c'est pas ici que ça se passait. Ça n'est pas ici. Il dit, comment? Non, ça se passait là-bas. En fait, le jour de la reconstitution, Patrick Dils désigne la scène de crime au pied de ce premier lampadaire, au milieu des voies, sans aucun wagon à proximité. Or, les enfants ont été découverts sans vie par le brigadier Hupp, 42 mètres plus loin, entre la dernière voie de chemin de fer bordée de wagons et ce bosquet d'arbres. On ne peut pas me dire, même 7 mois plus tard, que les souvenirs de Patrick Dils étaient insuffisamment précis au point de confondre un bosquet d'arbres et une voie de chemin de fer. Le magistrat instructeur lui-même et M. Varlet étaient tellement ennuyés de constater que l'endroit décrit par Patrick Dils était faux, qu'ils vont le faire passer plusieurs fois devant le lieu du crime, en disant « Viens, on va se promener et tu nous diras si tu reconnais un autre endroit ». Très doucement, il passe sur le lieu du crime et Patrick Dils y passe comme si il traversait le passage pour piétons de l'école qui le menait à son institut d'apprentissage, dans une indifférence totale. Maître Delrez et le commandant Stragier se souviennent parfaitement du moment précis où Mademoiselle Maubert, le juge d'instruction, a demandé à Patrick Dils de mimer les gestes criminels. Et vous souvenez-vous de la position dans laquelle s'est mis Patrick Dils pour mimer les gestes? Oui, parfaitement. J'ai bien la vision de cette chose-là, vous savez. Il était d'abord debout, puis on lui a intimé l'ordre. C'est le terme qui convient, croyez-moi. Il s'est péniblement agenouillé, puis toujours cet air égaré en permanence qu'il avait, vous savez. La juge d'instruction a dit « Écoutez, monsieur Dils, je vous ordonne de toucher les mannequins. Vous leur ferez plus mal. Vous les avez déjà tués. » Et là, comme personne ne s'est interposé, Maître Becker non plus, j'avais plus qu'une chose à faire, c'était d'obéir. C'est la raison pour laquelle j'ai touché ces mannequins, alors que moi je ne voulais pas les toucher. C'est qu'après que j'ai compris, il fallait des clichés, il fallait des photos, pour les cours d'assises, enfin pour la cour d'assises, pour émouvoir les gens. Non seulement il y a les aveux, mais comme si les aveux ça suffise pas, il y a les photos qui démontrent qu'il l'a fait. Il peut être que l'auteur des faits. Mais le geste qu'il va reconstituer est impossible. Ce jour-là, à cet instant précis, j'avais la preuve de l'innocence de Patrick. Je dis bien l'innocence totale, pour une raison simple. C'est que sur le lieu du crime, je ne parle pas du lieu de la reconstitution, qui encore une fois est faux, mais le vrai lieu du crime, il y avait une poutre de chemin de fer de plus de 2 mètres de long, sur laquelle d'ailleurs les enfants reposaient plus ou moins, mais entre eux deux. Et à l'endroit précis où il s'est agenouillé, il y avait la poutre, ce que Patrick ignorait. À aucun moment, il n'a parlé de cette poutre, pour une raison simple,
c'est que c'est pas lui l'assassin. Et il a fait un geste qui était impossible parce que la poutre l'empêchait de se mettre à genoux à cet endroit précis. Le jour de la reconstitution, le trajet présumé de Patrick Dils le soir du meurtre est chronométré. Verdict, 8 minutes 29 secondes. Expliquez-moi, monsieur, comment il est possible, sans raison, sans mobile, comment en 8 minutes 29 secondes, ce garçon, âgé de 16 ans, au passé sans tache, comment ce garçon a-t-il pu subitement décider de tuer de sang-froid et à la main 2 petits garçons en même temps et revenir tranquillement à son domicile, passer à table, regarder un petit peu la télévision et aller se coucher tranquillement, car, dit-il, j'ai très bien dormi. Le trajet supposé de Patrick Dils, nous l'avons effectué à plusieurs reprises. Pour sortir de chez lui, aller à la poubelle, apercevoir les vélos des enfants, escalader le talus, mettre moins d'1 minute pour les tuer tous les 2 et rentrer chez lui, temps record, 10 minutes, et ce, au pas de course. 8 minutes 29, c'est pourtant le temps retenu par la justice. Ça, c'est ce qu'on a voulu me faire croire. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire à la terre entière, et en particulier dans la région de l'Est de la France, parce qu'au bout de 7 mois d'enquête, les enquêteurs continuaient de piétiner. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. On en ferait un film, aucun producteur ne l'accepterait tellement c'est mauvais comme scénario. Dès lors, une question s'impose. Patrick a-t-il eu le temps matériel de commettre le double assassinat? Nous avons recoupé tous les procès-verbaux. Nous avons également retrouvé des témoins écartés de la procédure par les policiers. Le 28 septembre 1986, M. Contini vient vider ses poubelles rue Venizello. Il est 18h10. Voilà, ce mur n'existait pas. On rentrait là, il y avait des bennes. Quand je suis arrivé en voiture, il y avait une dame à une fenêtre là-haut, une autre ici. Elles discutaient ensemble, elles recherchaient. Et il y en a une qui demandait à l'autre si elle n'avait pas vu des enfants. Je m'en suis pas préoccupé plus que ça. J'ai déposé mes ordures puisque c'est pour ça que je venais. Et les dames sont parties et je me suis retrouvé tout seul en sentant un certain climat de panique, manifestement. La dame était là depuis un moment, elle avait dû sillonner la rue déjà et elle était en fin de course ici. J'ai appelé de chez moi la police pour leur dire que j'avais vécu ça et que c'était peut-être en rapport, que ça pouvait les intéresser pour cette affaire. Ils n'ont pas paru plus que cela intéressés par mon témoignage. On peut s'aventurer à dire qu'on a fabriqué un coupable. Je pense qu'on peut aller jusqu'à dire oui. Pauvre justice. Oui, pauvre justice. Quelques jours après la reconstitution, le docteur Bronstein, psychiatre, procède à l'expertise de Patrick Dils. Nous n'avons pas mis en évidence chez Dils une violence retenue, cachée, qui aurait pu corroborer son passage à l'acte. C'est un garçon
totalement effacé dans le paysage et chez lequel on ne décelait pas une impatience, une surtension, une explosivité possible. Patrick Dils est incarcéré à la maison d'arrêt de Metz. Les mois passent. Ses parents demandent alors au juge d'instruction, mademoiselle Maubert, d'aller voir leur fils en prison. On a fait des pieds et des mains pour avoir un permis de visite. On a écrit partout. Et puis finalement, elle nous a donné un rendez-vous. On est rentré de son bureau. Et on t'a su pas longtemps. Puis elle a dit, quand on lui a posé la question, vous le verrez jamais. Point final, c'est tout. Et sortez de mon bureau. Oh, j'attends aujourd'hui encore aussi là. Pourquoi? Pourquoi ça a acharné comme ça? Qu'on n'avait pas le droit de le voir pendant 2 ans. Le plus grand criminel, au bout d'1 mois ou 2 mois, il a le droit de voir. Le fait de priver un enfant de parloir avec ses parents, c'est, à mes yeux, un traitement inhumain et dégradant, condamné par la Convention européenne des droits de l'homme. 2 ans de prison, 2 ans sans voir ses parents. Cette mesure à l'égard de Patrick Dils aura des conséquences très importantes dans le dossier. Mais pourquoi une telle décision du juge d'instruction? Nous l'avons contacté. L'évocation de l'affaire semble presque l'amuser. C'est intéressant. Oui, pourquoi? Non mais c'est intéressant. Pourquoi vous dites ça? Non mais je dis c'est une affaire intéressante. Ouais, c'est une affaire intéressante, ouais. Je voulais savoir si éventuellement on pourrait se rencontrer. Non, vous savez bien que je me suis jamais prêtée à quelconque interview avec la presse. Hein. Et pourquoi? Écoutez, je pense que c'est pas la peine que j'aille plus longuement sur ce terrain. Vous savez très bien que je viens de voir de réserve. En plus, je suis vice-président d'instruction, que jamais je dirai quelque chose à la presse à ce sujet-là. Pas de mobile, pas de témoins, pas de preuves matérielles, mais des aveux. Et des aveux qui ont forgé la conviction de tous. Le procès de Patrick Dils débute le 25 janvier 1989. Il était mineur à l'époque, au moment des faits. Le procès de Metz a donc lieu à huis clos. Voici une photo de Patrick Dils prise au moment de son procès. C'était pas un procès de cour d'assises de mineurs dans lequel on prend en considération la minorité de l'accusé. Il était d'emblée traité comme un majeur, lors même que les réponses qu'il faisait, ou l'absence de réponse qu'il faisait la démonstration, que c'était un mineur, et un mineur qui avait des difficultés d'adaptation. L'ambiance du procès à Metz, quelle était-elle? Détestable. Détestable. Détestable parce que tout avait été fait pour recréer une ambiance. On avait amené les 2 petits vélos de Cyril et Alexandre au pied de la barre du tribunal, pour que les jurés aient quelque chose de figuratif. Des petits vélos d'enfants. Détestable, disais-je, parce que, pour la première fois, Monsieur et Madame Dils, pour lesquels j'ai un profond respect, revoyaient leur fils, en chair et en os. 2 ans incompréhensibles d'ailleurs, pendant lesquels le juge d'instruction a refusé tout contact des parents avec leur fils. Ça pesait lourd. Ça pesait très lourd parce que Patrick était infiniment plus intéressé par le regard de son père et de sa mère que par le procès. Pour la première fois, on a revu Patrick Dils, qui est revenu pour la première fois depuis le meurtre. On a vu Patrick Dils avec les agents de police, et puis la cour, quoi, les jurés et tout. Et à ce moment-là, quand lui est arrivé dans le box de... Lui a sauté dessus. Oh, bah, j'ai sauté dessus. Ouais. T'as bondi, t'as pas sauté, mais il a bondi dessus. Hein, il a été vers où c'est ça, hein,
Et évidemment, les flics l'ont ceinturé. Il y en a eu 3 là, il y en a eu 2 là-haut, hein, ils l'ont ceinturé. Il est arrivé à ça de lui. Hein. Il a dit si j'avais pu avoir son cou, qu'il a dit. Il a dit c'est pas les flics qui me l'auraient fait lâcher. Non, non. Il a dit j'ai des mains assez costauds, vous savez. Hein. Il a dit je le tenais, il a dit je le tuais. Perpétuité, non-lieu ou demi-mesure, les jurés délibèrent depuis 17h15. Pendant 3 jours, à huis clos, ils auront supporté la présence des 2 petits vélos de crosse des victimes et 4 pierres, seule pièce à conviction d'un macabre crime. Une tension énorme a couvert tout ce procès, une tension qui devait atteindre son paroxysme avec le rapport d'autopsie. Un rapport rendu encore plus effroyable devant le détachement affiché de l'accusé. Je ne sais rien, ce sont les seuls mots prononcés par Patrick, mineur au moment des faits, et qui s'est rétracté après avoir tout avoué aux enquêteurs et aux juges d'instruction. Le procureur général a requis la perpétuité sans circonstances atténuantes ni excuse de minorité. L'avocat de Patrick, le non-lieu. Le jury choisira-t-il entre ces 2 solutions ou préférera-t-il une demi-mesure? Face à l'horreur du crime, on envisage mal un moyen terme. On a utilisé des arguments sentimentaux plutôt que des arguments de nature à convaincre la raison. A été utilisé par exemple contre Patrick Dils l'argument suivant lequel il était coupable, entre autres, parce que depuis qu'il était en prison, il n'avait pas fait de demande de mise en liberté. Cet argument m'a semblé tellement choquant, à moi, avocat, qu'au nom de mes clients, je me suis levé pour dire que je ne reprenais pas cet argument à mon compte. Ça fait la démonstration du caractère rugueux du procès qui aurait eu bien sûr un tout autre aspect si ça avait été fait de manière publique, devant les journalistes, devant l'opinion publique. Je ne défendais pas un accusé, je défendais un condamné. Par une population, par des médias, par tout le monde. Seul, j'étais seul contre tous. Le 27 janvier 1989, à Metz, le verdict est sans précédent pour un mineur. Réclusion criminelle à perpétuité. Pour la première fois, Patrick Dils revient dans la cour d'assises qui l'a condamné à la prison à vie. C'est la première fois où je remets les pieds dans cette cour d'assises, 15 ans après l'audience, qui après 3 jours de procès m'a enlevé la vie.